Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, et vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur l'IA, sur les data, les développeurs web, la cybersécurité et l'e-commerce. Bref, nous allons chercher à déterminer quels sont les vrais gisements d'emploi du numérique en France, pour comprendre l'évolution du marché du travail dans les prochaines années. Pour discuter de ce sujet, nous avons invité Cécile Joly, chargée de la prospective à France Stratégie. Alors Cécile, vous suivez les mutations de l'emploi, les projections sectorielles et notamment ce qui fait beaucoup de bruit à l'heure de l'innovation et du télétravail, le numérique. Bonjour Cécile Joly. Bonjour. En 2017, France Stratégie et le CEREC ont coécrit le rapport Réseau, emploi et compétences intitulé Vision prospective partagée des emplois et des compétences sur la filière numérique. Qu'avez-vous constaté ? Le secteur du numérique, selon l'ampleur qu'on lui concède, en tout cas le secteur clé du numérique, c'est un peu plus de 800 000 emplois en France. Et si on s'intéresse simplement aux métiers cœur du numérique, que vont être les ingénieurs, les techniciens et les employés de l'informatique, on a également à peu près le même volume d'emplois. Et ces emplois ont beaucoup cru par le passé. Et évidemment, avec la crise sanitaire et l'occurrence de plus importante du télétravail, les emplois du numérique dans ces secteurs clés du numérique ont également augmenté alors que d'autres secteurs ont connu des pertes d'emplois. Et il y a aussi toutes les licornes, le développement des grosses startups web qui embauchent de plus en plus de monde en France. En fait, l'essentiel de l'emploi, ça reste les services informatiques. Donc c'est beaucoup de SS2I, mais c'est aussi du conseil en numérique, puisqu'on a beaucoup d'ingénieurs et de techniciens informatiques qui vont être employés par des entreprises de conseil. Et d'une manière générale, toutes les professions de l'informatique aujourd'hui sont recrutées par l'ensemble des secteurs, puisque nous sommes dans une mutation technologique qui impose aux entreprises, pour rester compétitives, d'être numérisées. Et pour ce faire, elles font appel à des professions du numérique, à des professions qui sont relativement spécialisées, qui ont soit une formation, soit une expérience en ce domaine, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, nous avons des fortes difficultés de recrutement. Ces difficultés de recrutement, elles ne datent pas d'hier, elles sont relativement anciennes. Ce sont des métiers qui systématiquement sont dans les premiers métiers à difficulté de recrutement. En ce moment, particulièrement, ça fait partie des premiers métiers, en particulier les ingénieurs de l'informatique, puisque après la crise de 2020 qui a vu une atonie de l'activité liée à la crise sanitaire, on a une reprise très forte. Et cette reprise, elle est encore plus forte, non seulement dans ces secteurs, mais comme je vous le disais, dans ces métiers, puisque vous pouvez être embauché dans l'informatique aussi bien dans l'industrie que dans la construction ou la pharmacie. Oui, alors ça, c'est tout ce qu'on appelle la transformation numérique de manière raccourcie. Alors le numérique est-il vraiment un facteur d'accès à l'emploi et d'insertion professionnelle ? Effectivement, la spécialité numérique, quand on l'a sur son CV, encore une fois, que ce soit par l'expérience ou par la formation, elle est un gage d'accès à l'emploi aujourd'hui, encore une fois, parce que ce sont des métiers qui sont des métiers très demandés. Alors, vous notez dans le rapport un blocage particulier sur l'orientation, l'impact des mathématiques que l'on lit souvent à l'informatique, beaucoup en France. On n'est pas très bon en maths d'ailleurs en France par rapport à d'autres pays comparables de l'OCDE. Alors comment on change cette vision de l'informatique, des mathématiques ? Alors, on a la question du niveau de mathématiques en France, elle est liée à des enquêtes qui sont des enquêtes relativement anciennes désormais, celle de l'OCDE sur la formation des adultes, et ça englobe tout le monde. Nous, la difficulté, c'est qu'on a une partie des personnes en emploi qui sont des personnes peu qualifiées, donc parfois qui ont quitté l'école de manière précoce et qui n'exercent pas ni des mathématiques ni de la littératie, comme pour reprendre les termes de l'OCDE, et qui donc n'ont pas d'occasion dans leur expérience de travail de pratiquer, et qui donc vont avoir un niveau de mathématiques très bas. Mais si on prend profession par profession, et dans les professions qualifiées ou moyennement qualifiées, on a un niveau qui est tout à fait comparable à ceux de l'OCDE. Donc il faut relativiser ces chiffres
En revanche, la grande difficulté qu'on a, et elle n'est pas spécifique à la France, c'est effectivement une question d'orientation vers les matières d'une manière générale qu'on appelle scientifiques et techniques. Et donc, que ce soit les mathématiques ou l'informatique, les deux sont liés, on le verra tout à l'heure. Et donc, dans cette orientation, on a une grande difficulté qui est excessivement genrée. C'est-à-dire qu'on a des filles qui, à l'école, réussissent mieux en mathématiques que les garçons et qui, en revanche, ne s'orientent pas vers les disciplines scientifiques, quelles qu'elles soient, et en particulier informatique. Donc, on a une récente enquête d'Epitech, qui est l'école qui a été créée par les fondateurs de l'école 42, qui prépare des masters informatiques. Dans ces écoles, il y a très peu de filles. Donc, c'est quelque chose comme 7% de filles. Et ils ont fait une enquête auprès des élèves et des parents des élèves. Et il s'avère qu'effectivement, les filles, même quand elles sont bonnes en mathématiques, elles pensent que l'informatique, c'est pas fait pour elles. Et surtout, leurs parents le pensent aussi. Ah oui, c'est assez triste. Alors, moi, je me rappelle d'une initiative que j'avais trouvée intéressante, l'ADA Tech School, je ne sais pas si vous connaissez, qui parle justement de présenter l'informatique comme une nouvelle langue. Comme on apprendrait l'anglais, l'allemand, l'espagnol, on apprend aussi l'informatique et peut-être essayer de contrer les biais de genre. En tout cas, c'est une piste. Il y a 2 développements en cours. Les professions dites cœur de métier, comme vous disiez tout à l'heure, et les secteurs qui se numérisent en général. Alors, quelles sont ces familles de métiers qui embauchent beaucoup aujourd'hui ? Alors, on a effectivement beaucoup de secteurs et surtout de métiers qui se numérisent et qui se numérisent, on va dire, plus fortement que les autres. D'une manière générale, chez les personnels relativement qualifiés, c'est assez numérisé, hein. Mais on va avoir des familles de métiers. Alors, on a d'abord évidemment les métiers de la donnée qui sont extrêmement numérisés. Aujourd'hui, on appelle ça un data scientist ou un data analyst. C'est en fait un métier qui est au carrefour de l'informatique et des mathématiques et qui va être en mesure, avec les outils informatiques existants aujourd'hui, de traiter des données massives, ces fameuses big data, et qui donc va être toujours en phase avec les dernières innovations technologiques permettant de les traiter, de les redresser, de les visualiser, puisque c'est le grand mot à la mode. Et puis, vous avez les métiers, évidemment, du e-commerce, du commerce d'une manière générale, puisqu'on a une digitalisation non seulement des pratiques des consommateurs, mais simplement de la publicité. Et donc, tous les métiers du marketing sont aujourd'hui des métiers du marketing digital. Donc, ils sont au croisement, eux, entre la publicité par tous les moyens digitaux, donc que ce soit sur des applications, sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais aussi de l'exploitation des données des consommateurs, puisque ce qu'a produit la masse de données permise par la fréquentation des réseaux numériques, c'est justement une masse de données sur le profil des consommateurs qui va pouvoir orienter à la fois la publicité et le parcours de vente. Et puis, vous avez effectivement tous les métiers de l'information et de la communication d'une manière générale, où là c'est plutôt effectivement l'éruption des réseaux sociaux et du web qui fait qu'on a beaucoup modifié ces métiers, on a beaucoup ajouté de compétences à ces métiers, que ce soit en matière de données, de présence sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, c'est vraiment les grandes familles de métiers. Mais d'une manière générale, les métiers se numérisent. Donc, vous avez aussi, vous l'avez évoqué dans la santé, dans votre introduction. Donc, vous avez une numérisation des métiers de la santé qui s'est accentuée aussi avec le coronavirus, puisque nous avons eu une diffusion de la télémédecine qui oui, toutes est les forcément... applications comme Doctolib, Exactement, comme Eevee. exactement. Mais cet exemple-là, qui est un peu parlant pour tout un chacun, finalement, beaucoup de métiers l'ont dans leur quotidien. Et on ne va pas y penser du tout, mais les ouvriers de l'industrie, et dans l'industrie d'une manière générale, l'industrie, c'est le secteur qui est automatisé depuis le plus longtemps. Et donc, ça fait très longtemps
qui utilisent des machines et des logiciels. Donc, ce n'est pas du tout uniquement les métiers à la mode dont on parle. Alors, selon l'Institut des futurs souhaitables, 85% des emplois de 2030 n'existeraient pas encore aujourd'hui. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Data analyst, par exemple, ça n'existait pas il y a encore quelques années. C'est important, même si le numérique, comme vous le disiez, ne représente que 3% des emplois. Est-ce que votre constat et le leur se rejoignent sur l'avenir des métiers ? Alors, je pourrais dire plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, je dirais que 95% des métiers de demain existent aujourd'hui. Donc, on a une modification et une adaptation des métiers permanente. Donc, on peut estimer que cette adaptation est plus importante aujourd'hui qu'hier. Mais des métiers qui disparaissent et des métiers qui apparaissent, quand on regarde dans le passé, c'est très rare. On peut dire aujourd'hui que les mineurs ont quasi disparu avec la fermeture des bassins houillers. On peut dire que les ingénieurs informatiques, même si on peut remonter quand même dans les années 60, ça se déploie et c'est un métier nouveau, puisqu'avant l'informatique, il y a un moment où l'informatique n'existait pas. On est d'accord. Mais c'est très rare. Et ce qu'on appelle nouveau métier, en général, c'est effectivement beaucoup plus une transformation des métiers. Donc on peut avoir deux formes de transformation majeures. On peut avoir une hybridation de métiers, comme l'exemple du data scientist que je prenais tout à l'heure, où on va être obligé dans le quotidien d'utiliser les mathématiques et l'informatique, mais ça se fait au long cours. Donc cette hybridation, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain et elle remonte à bien avant les années 2000. Donc c'est plus les usages et les outils qui changent. Et puis vous allez avoir au contraire des segmentations de métiers. Donc dans la communication, vous aviez dans les entreprises un responsable presse, essentiellement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous avez des spécialistes des réseaux sociaux, du web, de la presse aussi, des médias traditionnels. Mais du coup, vous avez une segmentation des métiers. Mais vous avez très peu de gestes professionnels qui se modifient fondamentalement. C'est-à-dire que vous faites toujours de la communication et vous faites toujours de la donnée. Alors ce tiers-là dont vous parlez, est-ce qu'on peut l'aider en créant plus de formations ? Comment on peut participer à son employabilité ? Alors sur les difficultés de recrutement dans le numérique, les solutions, elles ne sont pas seulement la formation. On a eu un développement relativement important des écoles du numérique qui sont aussi parfois des écoles d'insertion comme Simplon, comme l'école 42. On a eu un développement donc, pour aller essayer effectivement de recruter dans des milieux très différents et ça fait partie des solutions quand on cherche à diminuer les difficultés de recrutement, on fait ça. On multiplie en fait les modalités de recrutement. Et puis, vous avez aussi beaucoup de la formation continue. Donc, aujourd'hui, il est possible de se former quand vous avez un niveau d'éducation du supérieur. Vous vous formez pendant 1 an et vous êtes employable assez rapidement. Ça, il n'y a absolument aucun souci. En revanche, la grande difficulté, évidemment, c'est d'attirer. Donc, ces métiers sont attractifs pour les jeunes, par exemple. On a beaucoup de jeunes qui rentrent dans ces métiers. Donc, on a quand même une question de formation des actifs qui sont déjà en emploi pour les transférer. Mais, encore une fois, cette attractivité, elle est très genrée. Elle reste très genrée. Donc, il y a une question d'attractivité dans les écoles. Il est nécessaire et il y a des universités, des écoles ailleurs dans le monde qui ont fait des gros efforts. Et quand on fait des gros efforts pour attirer des jeunes filles, on finit par y arriver. Et puis, il y a la question des entreprises elles-mêmes. Parce qu'effectivement, les entreprises du numérique, celles qui sont cœur du numérique, sont aussi des entreprises très genrées. Et donc, elles vont avoir des organisations du travail qui ne sont pas nécessairement très agréables pour les femmes. Pour les femmes, notamment les jeunes mères de famille, notamment les personnes issues de la diversité. Alors justement, les femmes, les jeunes femmes sont les personnes qui sont le moins intéressées par ces métiers pour l'instant, les personnes issues de la diversité aussi sociale, géographique ou ethnique. Comment on peut aider ces personnes-là à rejoindre ces carrières ? Comment on peut leur donner plus envie ?
Alors, je pense que je ne suis pas la mieux placée pour répondre à ça, parce que effectivement, je ne dirige pas une école ni une entreprise du numérique. Je pense qu'il faut effectivement se la poser et que ce n'est pas une manière simple. Et d'une manière générale, aller dans un métier ou insérer les gens dans l'emploi, ce n'est pas quelque chose de simple et ça ne se réduit pas à de la formation. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être formé. On le sait très bien, il faut avoir un réseau, il faut connaître les gens. Et aussi, on est dans des métiers, et d'une manière générale, les métiers du numérique qui sont très fortement numérisés, des métiers qui s'auto-forment beaucoup, puisqu'ils sont en perpétuelle évolution, mais du coup, ils sont menacés d'obsolescence assez rapidement. Et donc, ce que les gens font pour assurer leur employabilité, finalement, c'est de se mettre sur des projets, d'avoir de la transmission entre pairs. Et donc, pour avoir de la transmission entre pairs, il faut être inséré dans un projet. Et c'est ça qui, à mon sens, est le plus difficile. Les écoles du numérique l'ont bien compris, puisque elles font essentiellement une pédagogie qui est par le faire, qui est beaucoup par le faire, et qui est moins magistrale comme dans l'école initiale, au collège, au lycée ou à l'université. Mais c'est aussi parce que les modes de transmission et d'accès à ces emplois sont comme ça. Donc peut-être qu'effectivement, il faut multiplier les projets concrets en y incitant des individus qui viennent d'horizons sociaux, ethniques et de genres très différents pour attirer les femmes ou des personnels en tout cas différents. Mais encore une fois, il y a quelque chose à faire aussi, et ça c'est moins facile à faire sur ceux qui sont en emploi. Merci beaucoup Cécile Joly. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.